Sur Europe 1, Jean Dorido vous écoute et vous accompagne. Et nous débarrons cette libre antenne sur Europe 1 en direct jusqu'à 1h du matin avec Céline qui a composé le 39-21. Bonsoir Céline. Oui, bonsoir. Comment allez-vous ? Oui, ça va. Ça va ? Oui. Qu'est-ce qui vous amène ce soir ? C'est une longue histoire. En fait, je vous appelle pour comprendre et puis aussi pour témoigner des fois que ça puisse servir. Voilà, j'ai rencontré mon mari il y a de ça 2 ans et demi. Donc au départ, tout était parfait, plus que parfait. Donc il habitait à 400 kilomètres. Et il a vite tout quitté pour venir me rejoindre ici dans la région et 4 mois après il me demandait en mariage. Donc voilà, tout était magique, un conte de fées. C'était mon premier amour d'ailleurs. Quand j'avais 14 ans, on s'est retrouvés 20 ans plus tard. Donc c'était votre premier amour, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. À la base, on avait fait chacun nos vies et puis on s'est retrouvés séparés tous les deux et puis voilà. Et puis donc le mariage se passe et là il est devenu très changeant avec des colères très comment dire, impressionnantes, démesurées. Un mot dans une phrase pouvait le mettre en colère, un pronom interrogatif dans une de mes phrases qui n'était pas placé, du coup la phrase elle devenait agressive, du coup j'avais des insultes, il partait, c'était jamais de sa faute, il fallait que moi je m'excusais, je trouvais toujours des excuses, peut-être mon comportement qui était peut-être pas parfait, etc. On cherche des excuses et puis ces colères sont faites de plus en plus fortes, de plus en plus rapprochées et jusqu'à une non-assistance à personne en danger. Moi j'appelle ça comme ça. Il m'a abandonnée en plein milieu d'une randonnée dans un pays étranger, alors que je venais de me faire opérer des ligaments du genou, enfin des choses complètement disproportionnées et pour un détail en fait, pour moi ça nécessitait pas de se mettre en colère de cette façon. On pouvait pas plus parler en fait quand c'était comme ça et puis ça a mené à des violences du coup. Donc j'ai déposé plainte contre ces violences. En tout et pour tout, on est restés mariés 4 mois, c'est très glamour. Et puis après, c'est-à-dire que vous êtes restés mariés 4 mois, c'est-à-dire que là vous avez divorcé, c'est ça ? On est en procédure de divorce, mais procédure de divorce, d'accord. Ça s'avère long en fait. Je pense que ça va être très long. Du coup, le divorce sera pour faute. En tous les cas, c'est ce que je demande suite aux violences. Et à côté de ça... Il a été violent avec vous physiquement ? Oui, tout à fait. Il y a eu... J'ai fait un dépôt de plainte, il a été reconnu auteur de ces violences. Évidemment, il a tout fait pour le contester. Il a même prétendu que j'étais folle, hystérique. Il a voulu me faire interner. Il a appelé mes proches pour que mes proches l'aident à me faire interner, à faire une hospitalisation à la demande d'un tiers. Un mari bienveillant qu'il était, il se faisait beaucoup de soucis pour mes enfants, etc. Enfin, son discours était très très carré. Donc voilà. Après, j'ai eu, j'ai un harcèlement depuis janvier. Là, j'ai tous mes comptes internet qui ont été piratés par lui. J'ai pu remonter les IP de connexion avec les gendarmes qui ont fait un travail fabuleux. Donc là aussi, il a été condamné et je pensais que tout ça allait le calmer. Et au contraire, on dirait que ça a
augmente je sais pas, sa haine ou sa rancœur et du coup il met la pression sur moi, sur mes enfants, j'ai une jeune fille au père qui est au domicile, sur ma jeune fille au père, il fait des passages devant la maison 2 à 3 fois par semaine en klaxonnant alors que il habite à plus de 60 kilomètres maintenant d'ici. Il va chez le même cabinet de kiné que moi. Et du coup, je me sens complètement traquée par cette personne. Et il est menaçant. Il a menacé d'avertir mon employeur que mon arrêt maladie suite aux violences était un faux. J'ai du chantage qui payera plus le crédit si je lui verse pas de l'argent. Du coup, je ne reconnais plus la personne si parfaite que j'ai épousée, si vous voulez. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est vraiment du jour au lendemain, il est devenu complètement une autre personne, c'est ça ? Alors, du jour au lendemain, quand j'ai vécu les choses, oui, pour moi c'était du jour au lendemain. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis qu'il y a des choses qui auraient pu mettre la puce à l'oreille. Ces colères-là, il les avait toujours plus ou moins faites, mais moins fortes. Elles étaient plus cadrées, elles étaient moins intimidantes et j'avais moins de reproches et la culpabilisation que ces colères entraînent. C'est devenu vraiment de plus en plus fort. C'est crescendo, mais vraiment depuis le mariage, ça a été vraiment un point particulier. Ouais. Vous, Céline, vous avez quel âge aujourd'hui ? J'ai 42 ans. 42 ans, et donc vous avez eu des enfants avant de rencontrer ce monsieur ? Oui, on a tous les deux des enfants. Lui Moi, aussi. j'en ai 3, lui il en avait 2. Il en a toujours 2. Mais... Vous avez 3 enfants et lui a 2 enfants. Ouais. Et en fait, donc, c'était votre amour vraiment d'adolescente. Vous aviez 14 ans, c'est ça ? Oui, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est ça. Donc ça m'avait mis déjà dans un climat de confiance absolue, Bien en sûr, fait. Oui. Et puis en plus, c'est vrai j'ai peut-être idéalisé les choses. Enfin voilà, on se dit que c'est un joli livre, qu'on a envie d'écrire, que voilà, et je me suis retrouvée à l'épouser, alors qu'à la base le mariage c'était pas fait pour moi, mais rien que la demande en mariage, elle a été faite le jour de Noël devant toute sa famille. Il n'y a pas eu un mot de sa part personnel sur cette carte. Ça a été simplement la carte du bijoutier. Quand j'ai ouvert où il y avait l'alliance, il n'était même pas à côté de moi. Avec le recul aujourd'hui, oui, je trouve que c'est très impersonnel et qu'il y a plein de choses qui fait que j'aurais pu... je m'en veux beaucoup de ne pas avoir percuté sur vous ces sentez détails. Coupable. Je me sens coupable, oui, pour avoir mis mes enfants là-dedans, notamment. Quand on est seul à assumer les choses, on les assume. Et là, j'ai 3 enfants qui doivent assumer le fait d'avoir vu quelqu'un venir ici, habiter ici. Et lui aussi a été agressif avec eux, si vous voulez. Il les reprenait constamment. Ah oui. Oui, il fallait qu'il ait dessus. J'avais l'impression qu'il fallait qu'il maîtrise tout ça. Il fallait que ça aille comme ça lui voulait, quoi. Je pouvais pas lui faire une réflexion. Je pouvais pas lui demander, par exemple, de m'aider pour le ménage. Parce que après tout ce que j'ai fait pour toi, ça veut dire que j'en fais pas assez, et puis t'es qu'une conne. Enfin bon, voilà, ça partait dans des délires. Moi je disais, mais on peut pas parler comme ça avec toi. Il fait, tu vois, c'est toi qui dis qu'on peut pas parler, puisque c'est comme ça je m'en vais. Du coup, la discussion était impossible. Puis on se retrouve dépossédé de soi-même, si vous voulez. Après, on n'ose plus rien dire. La moindre remarque, la moindre phrase, le jour où j'ai eu les violences, c'est parce que je n'ai pas mis un pronom interrogatif dans ma phrase. Du coup, c'était pas une phrase interrogative, c'est ce qu'il m'a reproché. C'était une phrase qui était un reproche. Du coup, c'était des insultes. Du coup, lui, ça l'autorisait à m'insulter derrière, à me menacer de partir avec ses enfants. Ça prenait des proportions qui, pour moi, étaient nouvelles. C'était... Alors, ce que vous décrivez, là, Céline, c'est en termes de jeu relationnel. Alors, quand je parle de jeu, ça n'a rien de drôle. Simplement, certains psychologues utilisent ce terme
pour justement rappeler qu'il y a des règles en fin de compte, que l'on suit souvent sans s'en rendre compte. Les deux suivent des règles. Et là, c'est le jeu du regarde ce que tu me fais faire. C'est regarde par tes fautes. C'est bien sûr, vous évoquez la culpabilité, parce que bien sûr, lorsqu'on se retrouve pris dans un jeu relationnel comme ça, eh bien sûr qu'on se sent coupable, parce que l'autre, il est dans regarde ce que tu me fais faire. Tu vois, à cause de toi, voilà, je suis obligé de me mettre en colère. Tu vois, à cause de toi, je vais être obligé de partir, voilà, parce que tu n'as pas respecté les règles. Enfin, et ça, c'est vrai que c'est très très toxique en termes de relations. Quand je vous entends, Céline, il me semble que vous avez fait exactement ce qu'il s'imposait, parce que là, quand même, vous décrivez vraiment une situation d'un mari violent. Avec vous et même avec vos enfants. Ouais. Donc vous avez fait exactement ce qu'il fallait, même si bien sûr c'est certainement difficile. Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien aujourd'hui? C'est peut-être de réussir à vous débarrasser de ce sentiment de culpabilité, alors, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Et puis, mais en fait, j'aimerais arrêter d'avoir peur. En fait, je vis plus. C'est-à-dire qu'il a tellement été menaçant et dégradant, que j'en suis limite à rester chez moi parce que j'ai peur qu'il vienne. Le problème, c'est que la maison, il peut rentrer. C'est encore chez lui légalement. Il a les clés. Oui, c'est encore chez je lui n'ai légalement. pas le droit de changer les serrures. Vous n'avez pas le droit. Non. Et du coup, moi, en tant que victime, si vous voulez, je sens que je suis pas reconnue dans cette attente de divorce. Lui, finalement, il a tous les droits. Alors, il vient, il prend ce qu'il veut. Après, il dit qu'il n'a pas pris, il m'accuse de vol. C'est des trucs incroyables. Et c'est très stressant. Et du coup, moi, je reste chez moi parce que j'ai peur de partir de chez moi. Ma fille, elle a peur d'aller à l'école à pied parce que il passe en voiture quand elle va au collège. Bon, là, c'est les vacances. Je pensais que ça allait se calmer, mais je l'ai revu là au mois d'août à passer devant chez moi. Il est censé avoir regagné le midi là où il habite. Il fait 400 kilomètres pour mettre la pression comme ça. C'est incompréhensible. Je sais pas En fait, ce que je comprends pas, c'est ce que ça lui apporte. De me voir à la maison, de pas me voir à la maison. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire voilà. Et la culpabilité, oui, évidemment, j'aimerais bien ne plus la voir, mais après, ce qui m'aide, c'est que je suis dans la police, donc je sais ce qu'il faut faire. J'ai fait des mains courantes, etc. Mais même déposer plainte contre son mari, c'est super, c'est très particulier. Et s'il y a des personnes qui sont dans cette situation-là, évidemment qu'il faut le faire, mais c'est très traumatisant. Alors je m'étonne de vous entendre dire ça. Tous les échos que j'ai pu entendre, et c'est d'ailleurs assez heureux, manifestement, justement, les gendarmes, les policiers sont, de ce que j'ai pu entendre autour de moi, de plus en plus sensibilisés à cette grave question des violences conjugales. Et justement, il y a des campagnes même d'information, des campagnes nationales d'information qui rappellent à quel point il y a des femmes qui meurent, des violences de leurs conjoints. Et j'avais le sentiment pourtant que justement la police était extrêmement vigilante, très très à cheval sur ces questions-là, et que justement dès qu'une personne portait plainte pour violence conjugale, quand même généralement c'était quand même pris en compte, de sorte que quand même le mari était très très surveillé ensuite. Alors moi du coup dans ma déveine, j'ai eu un avocat qui était pas très intéressé, on va dire, par cette affaire. Aujourd'hui j'ai changé, mais c'est vrai que les gendarmes ont fait le travail qu'ils ont dû faire, mais une fois qu'on a déposé plainte contre les violences, en fait, ils sont plus là. Pour le harcèlement, c'est compliqué à faire tenir. Donc là, au bout de 10 mois, je viens de redéposer une plainte pour les pressions psychologiques, si vous voulez, la violence psychologique, mais c'est très compliqué à faire tenir. Il faut qu'il y ait des photos, il faut que j'amène des preuves, etc. Et on se retrouve à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire en plus. Donc c'est compliqué, mais oui, évidemment, il va y avoir des ordonnances d'éloignement
de mise en place. Mais moi, depuis le mois de janvier, c'est toujours pas mis en place, si vous voulez. Et c'est vrai pas mis en place. Non, c'est vrai que dans cette période, c'est très traumatisant. Lui se retrouve finalement le roi de tout. Il peut tout faire. Et moi, je peux que me défendre et attendre, en fait. Et c'est ça qui est très inconfortable. Écoutez, oui, là, quand même, c'est vrai que c'est surprenant. Ça fait plus de 6 mois, quand même, qu'il y a des ordonnances d'éloignement qui sont dans l'air, si je comprends bien, ouais. Et qui ne sont toujours pas, effectives. Aujourd'hui, j'ai eu la réponse, donc je suis reçue à une audience dans 2 semaines et demie, mais oui, depuis le mois de janvier. Après, j'ai mal été orientée par mon premier avocat, ça c'est sûr, hein. Elle m'a proposé de faire un divorce à l'amiable, etc. Moi, j'étais tellement perturbée, tellement... Je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas mon mari. En fait, je n'arrive pas à faire la relation entre... La personne que j'ai aujourd'hui qui est toxique et le mari que j'ai épousé qui était si parfait, si vous voulez, j'ai beaucoup de mal à faire la relation que c'est la même personne. Et c'est vrai qu'auprès de mon avocat, je savais pas trop. Et aujourd'hui, j'ai changé. Les choses sont beaucoup plus claires et plus agressives quelque part. Et tant mieux. Mais oui, c'est long, quoi. Il avait été marié combien de temps, lui, avec sa première épouse ? Alors, ils n'étaient pas mariés, mais ils sont restés 20 ans ensemble. 20 ans. Et moi, j'ai pris contact avec cette personne qui me faisait passer pour hystérique, folle, etc. Et en fait, elle m'a raconté des histoires terribles. Pour la garde de leurs enfants, il y a des attestations qu'elle m'a faxées qui démontrent qu'ils l'humiliaient devant les enfants, devant leurs employés, etc. Enfin, d'accord, donc si je comprends bien, il n'en est pas à son coup d'essai, si j'ose dire. Hein. Non, ouais. C'est un monsieur quand même qui est violent, quoi. Hein. Tout à fait. Et ce que je comprends pas, c'est comment il a pu garder son masque de mari parfait pendant 6-8 mois sans que... il l'a gardé à la perfection, ce masque. Disons, comment a-t-il pu faire ? Bon, vous savez quand même... Les personnes se travestissent, hein, on le fait tous plus ou moins. Hein, je veux dire, au départ, ça n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, notamment quand on est dans une phase de séduction avec quelqu'un. Je crois qu'on l'a tous fait, d'essayer de se montrer sous son meilleur jour, hein, quitte à faire un peu des efforts. L'ennui, c'est quand ça devient pathologique, et puis quand ça travestit trop la réalité, hein, c'est là que ça devient embêtant. Au départ, faire des efforts pour se montrer sous son meilleur jour, ça, je crois qu'on l'a tous fait, ça n'est pas problématique en soi. Là, c'est vrai que ce qui est absolument effarant, c'est que ce monsieur vraiment a changé du tout au tout, hein, si je comprends bien avec vous. Hein. Ah oui, quand même, hein. Bon. Complètement. Et ça, comment réussir pour vous à sortir de cette culpabilité ? Je crois qu'effectivement, ça peut-être vous aider de bien prendre le temps, justement, de mesurer à quel point ce monsieur ne vous a pas montré son vrai visage. Donc, si vous voulez, on ne peut pas... je ne dis pas que c'est ni facile ni simple. Simplement, je vous souhaite de réussir à accepter que, ma foi, vous avez été un peu abusé, quoi. Hein. Ce monsieur ne vous a pas montré la réalité, quoi. Hein. Oui, donc, tout à fait, c'est ça. Ouais. Hein. Et puis, quand bien même, si vous voulez, je vous entends, bien sûr, et c'est bien légitime aujourd'hui refaire un peu refaire le film, un peu revoir un peu le film de l'histoire. Et je vous entends bien sûr dire, mais quand même, j'aurais bien dû me rendre compte. Même à Noël, cette demande en mariage, finalement, il n'était pas là, à côté de moi quand j'ai découvert la bague, etc. Et en même temps, ça aussi, je crois que ça nous arrive à tous. Parfois, on voit les choses que l'on a envie de voir. C'est bien normal.
Hein, vous étiez, voilà, vous l'aviez retrouvé, c'était un amour de jeunesse, donc c'est normal. On transforme souvent la réalité, même sans s'en rendre compte, si vous voulez, hein, parce qu'on est emporté par son élan, et puis, comment dire, vous ne pouvez pas vous reprocher d'avoir été dans la coopération avec ce monsieur au départ. Hein, vous lui avez fait confiance. Vous savez, c'est cette histoire, ce conte avec une grenouille et un scorpion, vous savez. Le scorpion est au bord de la rivière et il demande à la grenouille, il dit, est-ce que tu peux me prendre sur ton dos pour m'aider à traverser la rivière? La grenouille, bien sûr, dit, écoute, ça va pas la tête. Tu es un scorpion, si je te prends sur mon dos pour traverser, tu vas me piquer et je vais mourir. Et là, le scorpion dit à la grenouille, mais écoute, non, réfléchis un peu. Je suis un scorpion, je ne sais pas nager. Donc, si je te pique alors qu'on est au milieu de la rivière, certes, tu mourras, mais moi, je mourrai aussi. Donc, je peux pas faire ça. Et donc, la grenouille réfléchit et elle dit, bon, écoute, d'accord. Donc, elle accepte de rendre service au scorpion, elle le prend sur son dos. Et elle commence à nager. Et arrivée au milieu de la rivière, elle sent la piqûre du scorpion. Et donc, elle se retourne, elle lui dit, mais pourquoi? Et le scorpion lui dit, écoute, j'y peux rien, c'est plus fort que moi. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Alors bon, la morale de cette histoire, toujours pareil, on peut l'interpréter de bien des façons différentes. Ce qui est sûr, c'est que quand on est une grenouille, il ne faut pas prendre un scorpion sur son dos. Voilà. Encore qu'il faut voir que ce soit un scorpion à la base. Merci de votre aide. Céline, c'est exactement ce que j'allais dire. Quand le scorpion se déguise en grenouille, bien sûr qu'on s'en veut, on se dit mais j'aurais dû voir quand même qu'il avait mis un masque. Mais non, qu'est-ce que vous voulez, le scorpion se déguise en grenouille, donc vous ne pouvez pas vous reprocher de lui avoir fait confiance, même si, hélas, bien sûr, hein, c'était... Manifestement, cette personne a de gros problèmes. Hein. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai du mal à m'apercevoir. Je me rends compte que c'est quelqu'un qui ira jusqu'au bout dans son délire. Mais c'est effrayant parce que même les enfants ne le freinent pas. Il n'a pas de respect pour ça. Et je m'inquiète, jusqu'où peut-il aller en fait, c'est ça qui... Là, si je comprends bien, la maman de ces enfants est passée par le même genre d'épreuve, et donc elle a dû faire, j'imagine, le nécessaire. Alors la garde de leurs enfants, évidemment, elle n'a pas voulu qu'il ait une garde. Lui, il demandait une garde pas exclusive, mais la garde de ses enfants. Et elle a bien évidemment refusé ce genre de choses, mais elle n'a pas fait le nécessaire auprès de la justice. Je pense qu'elle avait trop peur parce qu'il est très intimidant quand il fait ses colères. Mais oui. Elle m'a raconté des histoires. Elle a vécu ça pendant 15 ans, donc si vous voulez, j'ai vécu ça finalement d'une manière très courte. Oui, je crois que justement, vous avez vraiment eu quand même ce sursaut assez admirable de ne pas vous laisser justement emporter dans cette espèce de relation de domination, quoi. Hein. Il voulait vraiment vous dominer, vous ne vous êtes pas laissé faire. Hein. Ça, quand même, je pense que vous pouvez vraiment vous féliciter là-dessus. Hein. Oui, je crois que mon métier m'apporte beaucoup là-dessus, parce que je sais ce que derrière je peux faire, et puis je sais ce qu'on ne doit pas faire. Des différends comme ça, j'en gère régulièrement de par mon métier. Du coup, ça m'a beaucoup apporté, mais si vous voulez, on se trouve... comme le cordonnier le plus mal chaussé finalement. On a très honte. Moi, le jour des violences, j'avais très très honte de moi. Puis je me suis dit, mais je vais appeler les gens, mais ils vont pas me croire. Tout mon entourage le trouvait formidable. Voilà, c'est... Vous connaissez c'est un slogan, hein, donc ça fait pas tout. Et en même temps, je crois qu'on le répétera jamais assez, précisément, hein, sur les questions de violence conjugale. La honte doit changer de camp. Hein.
Oui, et c'est vrai qu'on a honte quand on est victime. En plus, c'est vrai que des études de psychologie sociale observent que le statut de victime ne crée pas de sympathie. C'est-à-dire que quand on présente à des sujets d'expérimentation, comme ça, quand on fait de la psychologie en laboratoire, si vous voulez, quand on présente à des sujets une personne qui a été victime d'une injustice ou de violence, ces personnes ont tendance à s'éloigner de la victime. Donc ça, c'est malheureux, et en même temps, c'est manifestement comme ça que notre psychologie réagit. Donc bien sûr qu'il y a un élan comme ça de honte et de distance, et précisément, et c'est l'objectif, et on ne peut que souhaiter qu'il soit atteint, l'objectif de toutes ces campagnes d'information, c'est que la honte doit changer de camp. C'est l'agresseur qui doit avoir honte. Vous avez vu il y a quelques jours là, une jeune femme qui a été agressée comme ça en pleine rue. Elle ne s'est pas laissée faire. Et là, pour le coup, les personnes autour l'ont soutenue. Ça a été médiatisé. Et ce sont des réactions qui vont dans le bon sens pour que la honte change de camp précisément. C'est à la personne violente d'avoir honte, et certainement pas à la personne qui est l'objet de la violence, et qui n'est pas victime puisque vous ne vous êtes pas laissé faire. Non, c'est vrai que j'avais finalement assez vite vu qu'il y avait quelque chose qui clochait dans sa responsabilité en tous les cas, puisqu'il n'était jamais responsable de rien, il ne s'est jamais excusé de rien, tout était toujours de ma faute, etc. Mais la honte, là, je suis pas sûre qu'il va bien la ressentir, je suis pas sûre qu'il... Là, je suis pas sûre, qu'il soit capable de ressentir la honte. J'ai plutôt l'impression qu'il se sent au-dessus des lois, mais il y a 3 plaintes qui ont été déposées, ça ne l'arrête pas dans son harcèlement. Donc, c'est-à-dire que la honte, si vous voulez, c'est un sentiment très spécial. Encore une fois, on ne peut pas agir sur l'autre, on ne peut agir que sur soi. Donc déjà, c'est la première étape essentielle, c'est vous-même, si vous voulez, de réussir, et je vous le souhaite, à sortir et de la culpabilité et de la honte. Voilà. C'est déjà vous-même, de ressentir cette espèce de dignité, de ne pas vous être laissé faire. Ensuite, lui, après, ce qu'il ressentira, ça, c'est son affaire, et manifestement, il a de gros problèmes. Je reviens sur cette... Je ne suis pas ni avocat ni policier, je suis psychologue. Simplement, cette question des clés de chez vous, vous qui êtes du métier, vous êtes dans la police, je veux dire, si demain vous changez les clés pour être chez vous, je veux dire, qu'est-ce qui se passe? C'est si grave? Il a le droit de tout casser et il m'a menacé de le faire. Ça m'étonne quand même, vous qui êtes dans la police. Je ne crois pas qu'aucun citoyen ait le droit de tout casser. Vous savez que même quand... il faut pas le faire, bien sûr. Vous savez, d'ailleurs, je souhaite que ça n'arrive à personne. Toutefois, hélas, on voit ça dans les journaux, dans les faits divers. Même quand des personnes rentrent de vacances et qu'elles trouvent des squatteurs chez elles. Ça arrive parfois. Oui. Et quand justement les squatteurs ont changé les serrures, eh bien, ces personnes n'ont pas le droit de casser. Vous le savez bien, vous êtes dans la police, ces personnes ont le droit de saisir la justice, et ils récupèrent bien sûr leurs biens. Simplement, personne n'a le droit de casser les choses dans ce pays. On n'a pas le droit de casser. Alors, sur les squatteurs, il dépend de la résidence principale ou si c'est une résidence secondaire. Pour la résidence principale, le propriétaire a tout à fait le droit de réintégrer les lieux. Et en tous les cas, moi, les gendarmes ils m'ont dit, mais madame, on ne peut rien faire. Monsieur, s'il veut rentrer et que vous changez les serrures, s'il appelle un serrurier, le serrurier ouvrira la porte. Quoi qu'il arrive, il est chez lui et il a le droit d'accéder à chez lui. Oui, je veux pas vous donner de mauvais conseils, évidemment. Simplement, je serais curieux quand même de savoir quelle difficulté ou facilité il aurait à trouver un serrurier qui va accepter d'ouvrir une serrure alors que la maison est habitée par une femme avec un mari violent comme ça qui... Enfin, vous voyez, encore une fois, c'est vrai qu'il faut vous protéger, y compris au niveau légal, et de bien prendre conseil auprès de votre avocat. Mais enfin, quand même, ce monsieur qui a
qui a été violent avec vous et vous avez porté plainte, vous avez quand même des traces officielles. Vous êtes séparés aujourd'hui en instance de divorce et vous avez une angoisse bien légitime qu'il possède vos clés. Moi, c'est vrai que je m'étonne vraiment je serais très étonné qu'on puisse vous reprocher d'avoir changé les serrures pour être chez vous en sécurité, quoi. Ça vraiment, ça m'est avec. Il y a une telle médiatisation aujourd'hui et une telle volonté manifestement de toutes nos institutions, justement, de justice, de police, de protéger les femmes des violences conjugales, que vraiment ça c'est quand même cette histoire de clé. Il me semble que ça vaut la peine en même temps, vous avez une échéance dans 2 semaines, hein, c'est ça? Oui, alors, oui. Enfin. Ça touche à sa fin quand même, hein, ce calvaire. Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous souhaite, Céline, ou même avant que je vous souhaite quelque chose, qu'est-ce que vous retenez de notre échange? Du coup, ça m'a permis d'avoir du recul, parce que tous mes proches, si vous voulez, me donnent des conseils, etc. Mais comme ils ont de l'affect pour moi, leur jugement, disons, est tronqué quelque part. Alors que vous, qui êtes loin de cette histoire où on n'a pas d'affect ensemble, j'ai un avis très objectif finalement, et j'avais besoin que quelqu'un me dise que cette personne dysfonctionne et qu'elle est toxique, et que ça me permet de réaliser davantage les choses. Et je pense qu'il faut me souhaiter par la suite, c'est de pouvoir avoir confiance à nouveau dans les paroles de quelqu'un, d'un homme. Je ne sais pas comment je vais pouvoir me reconstruire derrière, faire confiance. Ça, c'est encore un grand mystère. Oui, c'est vrai. Je vous rejoins. Faites une bonne analyse. C'est effectivement l'étape suivante, de réussir à faire confiance. On revient sur notre grenouille avec le scorpion. Ouais. Voilà, c'est vrai que quand elle croise à nouveau une grenouille, qui lui dit: est-ce que tu veux bien qu'on fasse un morceau de chemin ensemble, de réussir à nouveau effectivement à ne pas être pollué par le scorpion. Vous avez raison. Et je me réjouis que vous reteniez effectivement ce retour là qu'on a finalement construit ensemble. On le dira jamais assez, et c'est ce que vous avez fait, Céline. Et ça vraiment, on peut souhaiter que ce serve d'exemple à toutes les personnes qui nous écoutent. Dès que quelqu'un lève la main sur vous, ça s'arrête. Voilà, on arrête. Tout à fait. Moi, ça a été la première violence physique. Exactement. Je le vois tellement dans mon travail c'est ça. Que ça va de toute façon crescendo, puis c'était cohérent avec son comportement, Merci de le rappeler, colères, etc. Merci de le rappeler. Ça vraiment, ça va crescendo. Voilà, vous connaissez ça de par votre métier, et ça vraiment, on peut souhaiter à toutes les personnes qui nous écoutent que c'est la base, quoi. Voilà. Dès que la personne lève la main, on dit écoute, là ça s'arrête. On va à la police, et puis la relation s'arrête là. Oui, c'est ça. Rien ne justifie de la violence physique. Certainement pas. Pas se laisser faire, même si on est terrorisé, il faut aller avec quelqu'un, avec son ami, avec peu importe, mais il faut pas se laisser faire. C'est évident, mais oui. Exactement. Alors, si je comprends bien, je vous souhaite effectivement de réussir à refaire confiance. Oui, je veux bien, oui. Je vous le souhaite de tout mon cœur, Céline. Merci bien. Merci beaucoup pour votre appel. Et vraiment, je vous souhaite que tout s'arrange au plus vite. Je vous remercie. Merci, Céline. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sur Europe 1, Jean Dorido vous écoute et vous accompagne. Et nous poursuivons cette libre antenne en direct sur Europe 1, et vous nous appelez au 39 21. Lauriane et Benjamin sont là, qui attendent vos appels. Et avant de prendre Corinne, qui a fait le 39 21, juste vous parler de ces réactions par SMS. Il y a beaucoup de réactions par rapport à notre échange avec Céline. Vous envoyez vos réactions par SMS au 7 39 21. Commencez bien vos messages par le mot nuit, et beaucoup de réactions
pour d'abord soutenir Céline, et puis effectivement rappeler que parfois, malgré les campagnes d'information, la justice reste encore trop lente dans ces cas de violence conjugale, et vraiment beaucoup de messages de soutien auprès de Céline, et qui rappellent aussi que bien sûr ces personnes violentes comme ça utilisent la peur qu'elles peuvent nous inspirer, et effectivement voilà, plus on réussit à se défaire de la peur, et finalement moins elles ont d'emprise. Et c'est vrai que Céline, elle a fait ce qu'il fallait, justement, elle a porté plainte, demandé le divorce, et tout ça est en train de se dénouer. Et puis également une réaction, merci par SMS, nous sommes bien le 24 août, et non pas le 26, comme je le disais en début d'émission. Donc nous sommes bien le 24 août, voilà, une dame a eu la gentillesse de me le rappeler, et le 24 août est l'anniversaire de son petit-fils Lenny. Alors on souhaite un joyeux anniversaire bien sûr à Lenny, et on retrouve Corinne qui nous a appelé au 39 21. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Comment allez-vous? C'est un petit peu difficile. C'est difficile? Oui. Voilà, moi je sais pas comment je vais continuer la route. J'ai l'impression d'être comme un planeur, un avion qui a plus d'essence, quoi. Et j'ai peur que la chute soit... je sais pas comment je vais pouvoir poursuivre. Voilà, donc j'ai eu une vie qui a été difficile, une enfance très malmenée. Et je me suis battue comme un beau diable, toute seule, avec une belle énergie tout le temps. Et j'ai rencontré un homme dont je suis tombée éperdument amoureuse. Et puis j'ai très vite découvert que cet homme était marié, avait 2 petits-enfants, sa femme ne travaillait pas. Et donc j'ai choisi de le laisser avec sa femme et ses enfants. Mais par contre, le sentiment était beaucoup trop fort, et donc j'ai désiré avoir un enfant de lui, en me disant je peux pas avoir l'homme, eh bien j'aurai le meilleur de l'homme, j'aurai son enfant. D'accord. Et j'ai vraiment désiré très très profondément que son enfant lui ressemble. Et ce vœu s'est réalisé. Donc je suis rentrée chez moi, et très vite j'ai vu mon médecin qui a confirmé que j'étais enceinte, qui était très étonné de cette histoire. Et donc cet enfant, je l'ai élevé seule, et ça a été vraiment un très très grand bonheur. Et je l'adore. Je l'adore. Jusque-là, c'est une histoire plutôt belle. Ouais. Et donc ce fils s'est mis en couple et a eu une petite fille. Et donc pour moi, ça a paru évident de reprendre contact avec son papa pour lui dire qu'il était grand-père. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris à cette occasion-là, eh bien, qu'il était séparé de sa femme depuis de nombreuses années, qu'il vivait seul. Donc on a repris un contact régulier, et il m'a invité à venir le rejoindre parce qu'il m'a dit qu'elle avait quelque chose d'important à me dire. Et cette chose importante qu'il ne pouvait pas me dire, ni par téléphone, ni par Internet. Et j'ai vite compris quand je l'ai revu que, en fait, il était en fin de vie. D'accord. Donc, je suis restée pendant 3 ans jusqu'à son décès. D'accord. Et donc, cet homme n'a pas élevé mon fils. Il n'y a jamais eu de conflit, il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas eu suffisamment de liens. Mon fils, il l'a vu quand il était bébé, il l'a vu à 2 ans, il l'a vu à 7 ans. Donc, très furtivement. Donc, ça n'a pas été suffisant pour créer une relation. Et donc, ce monsieur savait qu'il avait un enfant de vous. Oui, voilà. D'accord. Je suis retournée le voir avec mon bébé qui avait 2 mois. D'accord. Et je peux pas me mettre...
j'ai pas réussi, moi, à me mettre ni à la place de l'un ni à la place de l'autre, savoir qu'est-ce que j'ai pu provoquer dans cette décision d'avoir cet enfant. Toujours est-il que ce qui est terrible pour moi aujourd'hui, c'est que donc voilà, ce grand amour est décédé. Hein, c'était 3 ans très très difficiles où plus j'ai appris à connaître, puisqu'en fait je le connaissais très peu, plus j'ai appris à connaître cet homme, plus j'ai vu à quel point je m'étais pas trompée, que je l'aimais vraiment, que cet amour n'était pas une illusion, et que c'était extraordinaire à quel point il avait de points communs avec le fils qu'il n'a pas élevé, qu'il ne connaît pas. Hein, donc c'est très étonnant de voir le nombre de points communs qu'il pouvait y avoir, sans doute par la génétique. Et ça a été que du bonheur, mais en même temps un déchirement de voir que on avait très très peu de temps à vivre ensemble. Et pour mon fils, il devenait papa à ce moment-là, puisque voilà, il venait d'avoir sa petite fille. Et devenir papa ou voir son père refaire surface dans sa vie au moment où lui devenait père, c'était impossible. Hein, donc il m'a dit, écoute, ce que tu voudrais me dire, écris-le. Mais bon, donc ça a été très dur pour moi parce que tellement de choses que j'aurais voulu partager avec mon fils. Je suis rentrée toute seule et les choses ont été de plus en plus difficiles avec mon fils. Je pense que c'est trop douloureux pour moi et que j'arrive pas à voir les choses en face. Et donc la dernière fois que je les ai vus avec sa femme, et puis donc du coup ils ont eu un deuxième enfant. Ça a été le dernier bonheur de son père. C'est juste avant de mourir d'apprendre que son fils allait avoir un deuxième enfant. Et donc depuis le mois de mai, j'ai plus du tout de nouvelles de mon fils. J'ai vu au fil du temps la relation devenir de plus en plus difficile. Et je comprends pas. Je comprends pas qu'on ne me laisse pas, même pas. Parce que la dernière fois que je les ai vus, j'ai dit à mon fils que je souffrais de ne pas voir plus les petits-enfants. Et il est extrêmement gentil. C'est un enfant que j'adore. Et il m'a dit oui, je comprends. Mais je pense qu'il est trop gentil. C'est que sa femme qui mène la barque et que, un petit peu comme le monsieur d'hier qui exprimait sa souffrance dans son couple, à savoir que c'était sa femme qui prenait toutes les décisions. Je pense que c'est le cas de mon fils. Il est trop gentil et il sait pas. Et donc voilà, moi j'ai dit à mon fils que je souffrais de pas voir mes petits enfants. Il m'a dit oui, je comprends. On va voir ce qu'on peut faire. Et j'ai dit la même chose à sa femme dans la cuisine. Donc j'ai parlé séparément à l'un et à l'autre, à 3 minutes d'intervalle. Et sa femme m'a dit nous, on n'a pas besoin de toi. On se débrouille bien pour les enfants. On n'a pas besoin de toi. Je lui ai dit, mais moi, j'ai besoin de les voir. Et elle m'a dit, mais c'est ton problème. Alors, ce que je vous propose, Corinne, parce que là, votre histoire est extrêmement touchante et intéressante. Il est bientôt minuit, donc on va devoir faire une pause pour les informations. Ce que je vous propose, si vous voulez bien, Corinne, c'est de rester en ligne. Et comme ça, on se retrouve après les actualités. Ce que j'ai peur, c'est que ma batterie de mon téléphone lâche. Alors, je vous conseille de faire le nécessaire, de le brancher pour qu'on puisse vraiment terminer ensemble, d'accord ? Mais si je le pose sur le support, ça va terminer la communication. Bon, écoutez, on va y arriver. On s'en occupe. À tout à l'heure, Corinne. D'accord, à tout à l'heure. Merci. Il accompagne vos nuits. La libre antenne, Jean Dorido sur Europe 1.
poursuivons cette libre antenne ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. Vous nous appelez au 39 21. Lauriane et Benjamin sont là pour recueillir vos appels et bien sûr vous réagissez par SMS en envoyant vos messages au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Vous pouvez également réagir par mail par l'intermédiaire de notre site europe1.fr. Et nous retrouvons Corinne au téléphone. Oui. Vous êtes toujours là, Corinne. Oui, bon. Oui. Alors Corinne, si je comprends bien, quel âge avez-vous aujourd'hui, Corinne ? C'est 64 ans. 64 ans, et votre fils à quel âge ? 36. 36. Donc si je comprends bien, ce qui est très difficile pour vous, c'est que là, vous n'avez plus de nouvelles de votre fils. Enfin, vous ne l'avez pas vu depuis le mois de mai, hein, c'est ça ? Et surtout de ne pas voir mes petits-enfants. Et de ne pas voir vos petits-enfants. Bon. Et bien sûr, hein, j'imagine que la situation est très très difficile pour vous. Et en même temps, quand je vous entends, Corinne, je me demande si il y a bien une communication satisfaisante entre vous et votre fils. Puisque je vous entends me dire que vous pensez que votre fils est trop gentil. Et que notamment, il laisse un petit peu son épouse prendre les décisions à sa place, en fin de compte. Hein. C'est ça votre analyse, n'est-ce pas ? Bon. Et vraiment, je vous dis ça avec beaucoup de tendresse, Corinne. Je me demande si votre fils n'aurait pas un petit peu appris cette posture avec sa maman quand il était petit. C'est possible. C'est possible, hein, quand même. C'est possible parce que il avait le caractère de son papa, à savoir, il a été très très difficile à élever. Il était difficile. Très très difficile à élever. C'était un enfant. Je vous pose la question, Corinne, parce que la maman, elle a quand même pris la décision de faire un enfant sans en parler au papa, si je comprends bien. Ah, si, il le savait. Ah d'accord, j'ai compris de travers. Alors d'accord, non, je n'ai pas compris. Il le savait, d'accord. Il le savait, d'accord. Mais il n'y a pas cru. D'accord. Il n'y a pas cru. Il pensait pas qu'en ayant une seule relation, voilà. D'accord. Bon. Et donc quand je suis revenue, il a mis beaucoup de temps à y croire. Oui, si je comprends bien, il me semble que j'ai bien compris au début, c'est que Corinne a pris cette décision finalement de faire un enfant sans finalement, comment dire. J'ai cette impression, alors à tort ou à raison, que c'était vraiment une décision assez unilatérale, quoi, finalement, hein, parce que certes, le papa était au courant, en même temps, vous l'avez dit, c'était un homme marié, qui avait déjà des enfants, qui n'était pas libre et qui, manifestement, n'envisageait pas de toute façon finalement d'élever cet enfant avec vous, quoi. Ça c'est pas aussi évident, parce que, en fait, lui, il ne m'a pas cru quand j'ai dit que je rentrais. Le lien a été tellement fort entre nous que il a cru que je resterais. Que vous resteriez. Oui. Que vous resteriez où exactement ? Moi, je l'ai connu en vacances. D'accord. Hein, je l'ai connu à l'étranger en plus. D'accord. On a eu toute notre vie, je pense que ça a été préjudiciable, le fait que ni l'un ni l'autre on parlait bien la langue de l'autre. D'accord. Hein, mais il m'a toujours laissé entendre que il croyait pas que je partirais. Donc dans sa tête, lui, il a toujours dit, il a jamais varié, qu'il était mal marié. Il m'a toujours dit, et même, voilà, juste avant de mourir, il me disait, mais je pouvais pas imaginer qu'une chose aussi merveilleuse que toi puisse m'arriver. Je pensais que ma vie était fichue, quoi. J'étais jeune, j'étais mal mariée, et pour moi, il y avait plus rien à attendre de la vie. C'est-à-dire que c'est un monsieur donc, que vous avez rencontré en vacances. Ouais. Vous l'avez fréquenté combien de temps, tout compte fait ? Je l'ai vu 1 mois. 1 mois. Et puis après, vous ne l'avez plus vu finalement, hein ? Je suis revenue l'année d'après avec mon bébé de 2 mois dans les... Et là, vous l'avez revu combien de temps alors, l'année suivante ? 1 mois. 1 mois encore, hein ? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé pour lui, ensuite ? Ça a été très très dur. Très très dur pour lui de prendre une décision. Et je voyais qu'il n'arrivait pas à prendre cette décision. Donc je l'ai prise pour lui. Je lui ai dit, écoute, tu es marié.
ta femme ne travaille pas. Alors, pardon Corinne, hein, je vous saute un peu dessus là-dessus. J'entends bien, il n'avait pas à prendre la décision, je l'ai prise pour lui. Ouais. Hein. Ouais. Et je m'autorise à vous sauter dessus par rapport à cette formule, puisque j'entends bien Corinne qui parle de son fils, qui dit voilà, je pense que mon fils, il est trop gentil, il laisse sa femme prendre les décisions. Alors voilà, je dis tiens, peut-être quand même il a appris ça avec sa maman. Et là, j'entends la maman effectivement qui dit bon, le géniteur ne savait pas prendre de décision, je l'ai prise pour lui. Ouais. Donc, si vous voulez, pourquoi je m'autorise à attirer votre attention là-dessus? Parce que j'ai le sentiment, quand j'échange avec vous, Corinne, que vous avez eu la vie que vous avez eue, vous avez fait vos choix, des choix très forts, très courageux, et en même temps, voilà, j'ai l'impression d'avoir avec moi au bout du fil une femme très indépendante, justement très autonome, qui précisément prend les décisions, et j'ai l'intuition que peut-être rétablir une communication, d'adulte à adulte avec votre fils, voyez. Et non pas alors c'est difficile, c'est votre fils, il le sera toujours. Simplement, le piège, c'est justement de rester dans une communication de maman à enfant, avec justement ce schéma où c'est la maman qui décide tout compte fait. Parce que là, effectivement... Non, il y a très très longtemps qu'on n'est plus dans ce schéma-là. Parce que moi, vu mon histoire personnelle, et puis sans doute ma nature, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Dans l'éducation que je lui ai donnée, j'ai toujours respecté son libre arbitre, sa liberté. Et ça, il le sait. C'est sacré pour moi. Il a été jusqu'à me le reprocher à l'adolescence en me disant « Écoute, maman, tu es trop dure. » Et je lui dis « Écoute, c'est à toi de savoir. C'est tes choix. » Et donc, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Et voilà, dans mon choix actuel, c'est de ne pas aller chez lui, de ne pas aller chez lui, parce que je me dis, il a choisi de se marier avec cette femme-là, et de cesser de venir et de cesser de m'appeler. Il y a eu la fête des mères, il s'est rien passé. Il y a eu ma fête, il s'est rien passé. Mon anniversaire, j'ai eu un petit SMS, le minimum syndical. Bon anniversaire, bonne journée. Là, il y a quand même un truc, là, vous voyez. Donc, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, Il se passe quelque chose quand même. C'est pour ça, si vous voulez... Suite au fait que j'ai mis les points sur les i pour une fois, la dernière fois où ils sont venus début mai, et donc sa femme a été très claire, on n'a pas besoin de toi et c'est ton problème. Oui, et même ça, c'est étonnant, qu'elle soit un petit peu agressive comme ça, vous voyez, avec vous. C'est agressif quand même, il me semble, de dire ça. On n'a pas besoin de toi. C'est violent. C'est très violent. Donc je me dis quand même, vous voyez, j'ai le sentiment que c'est étrange quand même, cette violence. Pourquoi je vous dis ça, Corinne? Je dois être transparent avec vous. Je pense qu'elle a mis tellement de temps à réussir. Ils se sont connus en seconde. Elle est tombée amoureuse de lui, et lui pas. Et donc elle a mis énormément d'années à réussir à mettre le grappin dessus. Et lui, il s'est défilé pendant très 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 longtemps. Et là, il lui a fait 2 enfants. Et donc quand même. je pense qu'elle m'en veut de toutes ces années où elle sentait. Écoutez, peut-être, Corinne, peut-être. Simplement, il me semble qu'il y a quelque chose à assainir dans la relation avec votre fils, il me semble-t-il. La belle-fille... Alors, dans quel sens assainir? C'est-à-dire parce que, donc j'entends bien, encore une fois, vous faites une analyse intéressante, vous dites, voilà, je pense qu'il est trop gentil, il laisse son épouse prendre les décisions. Et je vous propose l'idée qu'il a dû apprendre ça avec la maman, quand il était petit. Bon. Et donc, je vous entends dire, non, mais moi, donc, vous l'avez fait avec le papa, avec le géniteur, puisque je vous entends dire, j'ai pris la décision, il ne réussissait pas à la prendre, je l'ai prise. Bon. Vous l'avez prise pour le papa. Vous avez pris la décision aussi pour votre fils, puisque vous avez fait un choix qui a eu un impact quand même sur sa vie. Et ça, j'en ai toujours parlé avec lui. Et on est revenu tout le temps. Et la preuve, c'est que quand il a écrit à son père, eh bien, il lui a dit
je suis heureux d'être vivant. C'est-à-dire, c'est une question que je lui ai toujours posée, à savoir, voilà, moi j'ai pris cette décision-là, mais ça, elle impliquait, voilà, que tu n'es pas de papa. Et il m'a toujours répondu, oui, mais je serais pas vivant si tu n'avais pas pris cette décision-là. Et quand il a écrit à son père, voilà, il lui a écrit, je suis heureux d'être vivant. Oui, Corinne, bon, je sais très bien qu'il ait fait cette lettre sûrement, hein, ou pas, j'en sais rien d'ailleurs. Simplement, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être des choses à creuser par rapport à ce choix, qui est un choix très fort que vous avez fait, qui a eu quand même une incidence, hein, sur l'existence de votre fils. Et je m'autorise à insister un peu là-dessus parce que c'est comme le sentiment que l'histoire un peu se répète, c'est-à-dire que lui a grandi sans papa, et donc très proche de sa maman, et puis là, tout compte fait, bon ben, comment dire, encore une fois, c'est une grille d'analyse parmi 50 autres grilles, hein, donc je ne dis pas que c'est la grille la plus juste, hein. Simplement, c'est celle qui me vient à l'esprit, donc je ne dois pas vous la cacher, je vous en fais part, hein. C'est comme s'il y avait peut-être, hein, une espèce d'élan, peut-être même inconscient chez lui, hein, de dire voilà, la maman m'a privé d'un père, et bien maintenant je la prive de ses petits-enfants. C'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, dans un cas comme dans l'autre, on a quelqu'un qui décide à la place de l'autre. Voilà, c'est là-dessus que j'aimerais attirer votre attention, vous voyez. On a quelqu'un qui décide à la place de l'autre. Voilà. Donc la maman, elle a fait un choix, elle dit, tu sais, voilà, moi j'ai fait le choix, parce que ton papa n'arrivait pas à se décider, donc j'ai fait le choix, je suis parti. Ouais. Et puis là, c'est comme si on avait un fils, il dit, écoute, moi, tu vois, j'ai fait un choix, voilà, je reste avec mon épouse et mes enfants. Et dans un cas comme dans l'autre, et c'est là-dessus que j'attire votre attention, Corinne, et peut-être on pourra suspendre notre échange là-dessus, c'est que dans un cas comme dans l'autre, il y a, on peut imaginer qu'il y a de la peine, du chagrin, de la tristesse, en tout cas que la personne, si vous voulez, à la place de qui on décide, ne le vit pas très bien, cet état de fait, et que ce n'est pas audible pour l'autre. Vous voyez ? Que de la même façon que peut-être Corinne, peut-être c'est trop difficile pour Corinne d'entendre que peut-être son fils n'a pas toujours bien vécu de vivre loin de son père, eh bien de la même façon peut-être que voilà, pour le fils, c'est difficile à entendre que Corinne ne vit pas bien de ne pas voir ses petits-enfants, vous voyez. Et que donc c'est pour ça, je reviens sur ce que je vous proposais tout à l'heure, que certainement ça ferait du bien d'améliorer la communication, l'échange entre vous. Vous ne pouvez pas vous tromper de parler tranquillement, avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, parce que là, c'est sûr que vous trouverez des solutions pour vous dire les choses, enfin. Hein ? Vous êtes toujours avec nous, Corinne ? Oui, ouais. Oui, mais bon, ça fait des années où j'ai devant moi un fils où le seul sujet sur lequel il accepte de parler, c'est son travail. Ben, c'est-à-dire que vous savez, regardez, j'ai un auditeur, une auditrice qui va un peu dans le même sens, hein, que mon analyse, qui dit, vous savez, il est possible que la naissance de ses enfants lui ait fait prendre conscience de la souffrance qu'il avait vécue lui-même, du manque de son père. C'est vrai que ça transforme, hein, la naissance d'un enfant dans une famille. Il se passe beaucoup de choses, hein. Et encore une fois, il n'est pas question de juger quiconque, hein. Simplement, c'est toujours pareil. Si vous voulez, quand il se passe quelque chose donc qui change, on peut finalement prendre ça comme un problème, ou alors on peut prendre ça comme une opportunité. Et vraiment, je vous souhaite de réussir, Corinne, à accueillir ces difficultés, la relationnelle, hein. Actuellement, vous traversez une difficulté relationnelle. Je vous souhaite de réussir à en faire l'opportunité d'améliorer la communication et peut-être de vous dire des choses que vous vous êtes jamais dites, peut-être simplement parce que votre fils avait du mal à s'en rendre compte et qu'effectivement, maintenant qu'il est papa lui-même, eh bien, il est chamboulé, il est bouleversé et il a besoin de vous. Simplement, ça passe par une phase de crise. Vous me suivez par rapport à ça ? Oui, mais s'il choisit de s'éloigner, de pas me voir,
moi, ma tendance naturelle, c'est de respecter son choix. Je me dis peut-être que je vais l'importuner. Oui. Moi, je suis toujours dans la démarche de respecter le choix de l'autre. Alors, vous voyez, ça me vraiment. Je trouve votre remarque bien sûr très très intéressante. Et puis voilà, je me rappelle d'une psychologue comme ça avec qui j'échangeais, puis on parlait d'un cas d'une personne qui avait du mal à lâcher, puis qui un jour avait lâché et à ses dépens. Et cette dame m'avait dit, oui, non mais tu comprends, Jean, cette personne elle a lâché, mais elle a mal lâché. Quelque part, elle n'avait pas finalement lâché au bon moment, dans la bonne situation. Et j'attire votre attention là-dessus, Corinne, que Corinne, quand même, quand il faut décider, elle décide toute seule, de façon unilatérale. Et encore une fois, voilà, je le dis avec tendresse. Vous voyez, le papa, il vous a dit, t'arrives pas à décider, moi je décide, je m'en vais. Bon. Et bon, vous êtes comme ça, c'est chacun son style. Et là, que peut-être le fils qui dit voilà et qui s'éloigne, que peut-être ce serait bien au contraire d'y aller avec beaucoup d'amour, de tendresse pour rétablir le dialogue. J'entends Corinne qui dit ah non mais moi il veut pas me voir, je respecte. Et en même temps vous le vivez mal. Donc vous voyez, donc c'est très bien de respecter bien sûr, et en même temps vous savez que vous avez cette capacité parfois à décider sans demander à l'autre ce qu'il en pense. Donc c'est important de respecter ça aussi chez vous. Comprenez? Donc là, peut-être que quand même, vous devez, vous ne pouvez pas vous tromper de rétablir le dialogue. Je ne peux pas vous dire mieux que ça, Corinne. Respectez bien sûr votre fils, évidemment. Respectez-vous, vous aussi. Simplement, de dire, il coupe le dialogue, je respecte, ça, c'est pas bon. Pour la communication, c'est pas bon parce que ça s'arrête. Donc ça va pas. Ouais, c'est peut-être que j'ai peur qu'il ne veuille pas parler. Oui, peut-être. Ou peut-être, vraiment, encore une fois, je vous le dis avec beaucoup de tendresse, peut-être aussi la peur d'entendre des choses difficiles à entendre. Et encore une fois, du moment que vous y mettez de l'amour, ça passera. Ça veut dire qu'il faut que j'aille le voir, mais lui, et non pas en disant je viens voir les petits-enfants. Ça me semble être une bonne idée, ça. Oui, je pense quand même. Oui, je pense quand même qu'il a besoin de vous. Cette remarque est très fine. Il doit être bouleversé par le fait d'être père. Ça doit le renvoyer à plein de choses personnelles. Et effectivement, il a besoin de sa maman, il a besoin de vous, et sûrement besoin de vous dire des choses et que vous soyez en capacité de les entendre. Donc je pense que vous faites une bonne analyse, une bonne idée de le voir d'abord lui. Bien sûr, de le respecter justement dans ses choix à lui, et puis je vous souhaite d'ici là de réussir à vous préparer, d'accueillir tout ce qu'il aura à vous dire, parce que de toute façon il vous aime manifestement, et donc voilà, je vous souhaite de vous en souvenir, voilà, quoi qu'il vous dise. Il vaut mieux que je prévienne, de lui dire voilà, est-ce que je peux passer vous voir? Ah oui, mieux que je prévienne. Oui, oui, ça je pense quand même, oui, c'est plus respectueux, me semble-t-il, bien sûr. Bon. Bien sûr. Et de garder le contact, et avec lui, effectivement. Ça vraiment, je pense que vous ne pouvez pas vous tromper en faisant comme ça, Corinne. D'accord. Moi, il me semble. Bon, ça m'éclaire beaucoup ce que vous me dites. Ah ben tant mieux, ça fait plaisir alors. Bon, vraiment. Et voilà, ça va s'arranger. Depuis des mois, je tourne et je retourne le problème dans tous les sens en me demandant comment... Parce que moi, je peux pas envisager de continuer à vivre sans le voir, c'est pas possible. Ne l'envisagez pas. Dites-lui ça, voilà. En douceur, et voilà, tout va se débloquer simplement. Peut-être que ça va brasser, faut vous préparer, mais bon, c'est comme ça. Enfin, c'est la vie en même temps, il n'en sortira que du bon. Il y a des choses difficiles que l'absence, voilà. Exactement. On est bien d'accord. On est bien d'accord, Corinne. Ouais. D'accord. Bon. Merci beaucoup. Merci à vous, Corinne. Merci. Tant mieux. Ça fait plaisir. Au revoir, Corinne. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Au revoir. Sur Europe 1, Jean Dorido vous écoute et vous accompagne. Et nous poursuivons la libre antenne sur Europe 1 avec Marie qui a fait le 39 21 pour nous joindre. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Jean.
Je me permets de vous appeler là parce que je tenais absolument à passer avec vous. Ah bah ça fait plaisir, super. Parce qu'alors, je suis très angoissée, si vous voulez, par le fait de vieillir. Ah oui, quel âge avez-vous, Marie? J'ai eu 71 ans au mois d'avril. D'accord. Et là, les 60 ans n'étaient pas très bien passés, mais alors les 70 encore moins. Ah oui. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais je suis très angoissée. Je réagis si d'une part, je n'arrive pas à le mettre dans la tête. Et d'autre part, j'ai l'impression que mes jours sont comptés, vous voyez là. Ah oui. Vous êtes Là, je suis en train de faire du rangement. Oui. J'avais des vêtements que je ne pouvais plus mettre, peut-être mettre, mais que j'ai donné à des œuvres. Et là, j'ai de la vaisselle, j'ai des trucs. Alors, je vais donner à mon neveu et à ma nièce. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Si je comprends bien, Marie, vous agissez comme si vous prépariez le départ, quoi. Tout à fait. Ah oui, d'accord. J'ai même demandé un devis aux pompes funèbres. Ah oui. Comment ça va, la vie, à part ça, Marie? Ça va bien? Je m'organise. Oh, ça va, oui, ça va. C'est-à-dire que j'ai changé de vie, si vous voulez. J'ai vécu pendant des années à Lyon. D'accord. Et puis je m'étais toujours dit, à la retraite, j'irai habiter à la maison de campagne de mes parents. Ouais. Vous êtes de 47, hein, avril 47, hein? Voilà, c'est ça? Tout à fait. Bon. Et je suis pas très loin de Lyon, parce que je suis dans la vallée du Rhône, là. D'accord. Je suis à 140 km. Ouais. Donc au début, lorsque je suis arrivé là, je ne connaissais pas les gens qui m'entouraient. Il y a très peu de voisins parce qu'on n'était pas à la campagne. Vous aviez quel âge? Vous êtes pour la retraite, hein, que vous avez fait ça? Oui, tout à fait. Donc vous aviez quel âge? Vous aviez quoi, 60 ans, 65 ans? 65 ans. 65 ans, hein. Ouais. Donc vous avez vécu quand même toute votre vie dans une grande ville. Hein, Lyon, c'est une grande ville. Bon. Oui. Et toute votre vie, vous avez dit, bon, la retraite, je pars à la campagne, quoi. Ah oui, tout à fait, parce que moi j'aimais bien la campagne. Bon. Là, je l'aime un peu moins parce que le temps passe, si vous voulez, j'aime bien la nature. Alors on a des arbres, puis on a de quoi s'occuper, hein, parce qu'on a des arbres à tailler, on a la tondeuse à passer, enfin bref, moi je m'occupe, hein, parce que je n'aime pas... Moi si je bouge pas, ça va plus, le moral va plus après. Je reste enfermée, là on a eu une période de chaleur qui était très pénible, alors avec les volets fermés, dans l'obscurité... C'était vraiment l'horreur. Alors je sortais vers 17h me faire une petite promenade, parce que je bouge, hein. Je fais des balades à vélo, je marche, je fais pour m'occuper un petit peu. Enfin, il n'y a pas beaucoup de distractions ici. Hein. Alors quand je retourne à Lyon, si vous voulez, je suis très heureuse de revoir un petit peu. À la fois, je suis triste parce que je passe dans mon ancien quartier, tous les magasins que je connaissais, ils sont plus là. Bien sûr. Et puis je me dis, bon, maintenant... 70 ans, 71 même, donc le temps passe très très vite. Oui. À des allures, j'avais entendu ça à pas mal de personnes qui ont 60 ans, qui vous disent, mais le temps passe très très vite. Mais oui. Mais oui. Et là, pourtant, j'ai pas eu, vous voyez, de problème de point de vue maladie, j'ai pas eu de maladie grave. J'ai fait une chute là il y a 10 ans, mais bon, c'était pas... Je suis tombé dans la rue, mais enfin bon, j'ai une fracture du poignet. Enfin, ça s'est bien passé, j'étais jeune à l'époque. Donc je me suis bien remis, il n'y a pas de souci, quoi. J'ai jamais eu rien de grave, rien de... Mais là, je ne sais pas. Mais moi, je pense que... C'est pour ça que j'aimerais bien avoir votre avis. C'est du fait, si vous voulez, que j'ai perdu ma mère il y a 14 ans. D'accord. Et là, si vous voulez, pour moi, ça a été le grand choc, comme tout le monde d'ailleurs. Hein. En fait, ça a été assez brutal. Elle avait 91 ans. D'ailleurs, c'est elle qui m'a fait connaître la libre antenne. Hein. D'accord. Donc, il y a longtemps que je l'écoute. Hein. Et donc, elle avait 91 ans, elle était en pleine forme. Elle allait bien, mais elle a voulu partir, si vous voulez, parce qu'elle a eu des problèmes pour marcher. D'accord. Et elle a voulu partir d'elle-même. Hein. Elle a pris la décision de rentrer dans une maison de retraite. D'accord. Donc, si vous voulez, pour moi, ça a été un choc terrible. Quand il a fallu la laisser là, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Puis alors, quand on va dans une maison de retraite, je vous dis pas, quand on revient, j'étais vidée complètement, là. C'était l'horreur, mais l'horreur. Parce qu'alors, on voit plein de cas. Je pense que c'est ce qui m'a marqué. Alors, certainement, oui, c'est ce que vous disiez. Bon, ça fait partie des épreuves de l'existence. Et en même temps, quand je vous entends, Marie, j'ai le sentiment qu'il y a eu la soixantaine qui a été difficile, mais que ça allait quand même encore à la soixantaine. Oui, ça allait, oui.
Hein, donc, tout compte fait, c'est plus les 70 ans qui ont du mal à passer, non? Ah oui. Hein? Parce que j'ai l'impression d'être âgé. Alors qu'en fin de compte, si vous voulez, je bouge, et puis je veux dire, je suis mince, je sais pas. Donc quand on me voit, on me les donne pas, si vous voulez. Bah oui, mais je vous entends, je vous imagine très dynamique, hein, ça s'entend à votre voix. Hein. Comment donc vous avez travaillé toute votre vie, vous avez été à la retraite à 65 ans, vous êtes parti à la campagne. La vie affective, comment ça se passe? Oh, la vie affective, je suis comme tout le monde. J'ai eu un grand amour, j'avais 17 ans. Super. Et lui, il avait 21 ans, c'était vraiment un beau garçon. D'accord. Brun aux yeux verts, que j'ai retrouvé d'ailleurs dans la région, là, je l'ai rencontré un jour, là. Mais j'ai pas souhaité, si vous voulez, le revoir, d'une part parce qu'il n'était pas libre, et puis j'ai pas voulu, si vous voulez, aller, il m'avait invité à aller le voir, mais j'ai pas souhaité y aller parce que je me suis dit je vais revoir les lieux. Et alors justement, ce qui est curieux, c'est que j'ai entre-temps, évidemment chacun après est parti de son côté, et moi j'ai eu d'autres compagnons, hein. D'accord. Mais là je sais pas pourquoi, justement, peut-être vous allez pouvoir me dire pourquoi, vous. Je fais que penser à lui. Ah, alors écoutez, vous me dites ce que vous en pensez, j'ai Olga qui a 73 ans, et qui souhaite réagir, qui se propose même de vous rassurer. Est-ce que vous souhaitez qu'on prenne Olga en ligne? Oh, je veux bien. Bon, bah alors écoutez, super. Je crois qu'elle est déjà calée, comme on dit. Ah oui, je suis calée. Ah, vous êtes bien calée, assise sur ma chaise. Vous êtes bien assis sur votre chaise. Oui, je vous écoute nuit et jour, moi, parce que je dors pas la nuit. Je me balade, voilà. Ah oui, d'accord. Et vous avez 73 ans, Olga, c'est ça? Oui, mais j'ai une pêche d'enfer. Une pêche, comment vous faites alors? Alors, je vais vous dire. Et en plus, j'ai un marqueur dans des intestins de cancéreux. Mais je pense pas à ça. Mais je prends du guarana, moi, tous les jours. C'est super, ça. Ah, du guarana. Ah oui, ça, c'est un excitant. Parce que j'ai été au Brésil, j'ai connu cette chose-là. C'est un excitant, hein, je crois, le guarana. Hein. Pardon? C'est un excitant, je crois, le guarana. Non, je prends ça le matin. C'est extra. C'est plein de vitamines. Après, je prends pour les yeux des vitamines. Parce que je suis pas tout bide, hein, ça pas du tout. Beaucoup de. Est-ce que vous pouvez peut-être couper votre poste de radio, Olga? Mais oui, c'est vrai. Parce que j'ai l'impression j'ai souvent appelé. Mais voilà, je vous écoute nuit et jour, moi. J'écoute Europe 1 tout le temps. J'ai appelé souvent rien, c'est très bien. Caroline Dublanche. Souvent, je les ai appelés. D'accord. Voilà. Et alors, donc vous prenez beaucoup de vitamines. Oui, absolument. Mais des choses naturelles. Mais que des choses naturelles. Oui. Je prends de l'huile de saune de riz, je prends pour le cholestérol, je prends autre chose. Pour la circulation du sang, je prends pareil, des choses à base de plantes. Voilà. Après, lorsque je mange des salades, je me mets j'ai acheté des choses de la mer, là, des laitues de la mer, des choses, voilà. Et toujours que des vitamines naturelles. Donc finalement, si je comprends bien, Olga, puisque Marie est toujours en ligne avec nous et cherche quand même des trucs pour reprendre le moral, vous finalement, un de vos secrets, Olga, c'est une bonne alimentation. Oui, je mange les légumes de saison. J'essaie les légumes, beaucoup de légumes et peu de viande, très peu de viande. Bon. Je mange, par exemple, beaucoup de sardines à l'huile, du thon, très peu de viande. Je mange d'une façon saine. Mais bon, ce qu'il y a surtout, c'est que bon, parce que j'ai bossé 49 ans de ma vie, 49 ans de ma vie, avec des 65 heures par semaine, des 49 avant de partir. J'ai soigné en même temps ma maman qui avait fait un AVC que j'avais à la maison. J'allais travailler, je la soignais. Il y avait quelqu'un l'après-midi, qui était là parce que je voulais pas la mettre dans ses mouroirs. Ça, non merci, parce que mon mari était chef de cuisine dans un mouroir là. Et moi, je veux surtout pas aller là. Ça, certainement pas. Maintenant, voilà, cette dame, elle pensait à ça, les maisons de retraite et tout ça. Mais non, maisons de retraite maintenant. On est aidé pour rester chez soi. Il y a des personnes qui viennent et tout. Il faut qu'elles se renseignent. Puis bon, elle n'a pas l'âge d'aller à la maison de retraite. Attendez, 71 ans. Oui, bien sûr. Je parlais pas pour moi. Hein. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Donc vous, Olga, si je comprends bien, donc une bonne alimentation, beaucoup de vitamines, et finalement, l'idée, c'est de se concentrer finalement sur le positif, quoi. Tout à fait. Il ne faut pas penser à la... Bon, puis en même temps, je ne dis pas que je suis à la retraite, parce que ça, c'est un vieux genoc. Non, merci beaucoup. Je dis, vous êtes à la retraite, madame? Non, je suis à l'âge du temps libre. Et oui, c'est ça. Oui, voilà. les mots qu'on emploie, ça compte. En fait, oui, les motards ont cette formule, vous savez, ils disent « ne regarde pas où tu ne veux pas aller ».
hein, sûr. quand on fait de la moto. Jeune, vous voyez, j'ai des jeans troués là, en ce moment, à la mode. Il y a des jeans troués, d'accord. Oui, le look. Voilà. Ah, vous avez un look jeune. Tout à fait. D'ailleurs, je me suis fait draguer récemment par un monsieur là, il devait avoir 45 ans. Parce que moi je suis très bavarde, je parle avec tout le monde. Quand je vais faire mes courses, je parle avec les gens. Quand les gens sont tristes, après ils sont de bonne humeur, ils sourient parce que je leur remonte le moral tout en parlant. Et comment ça s'est... Donc il vous a dragué. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite alors? Parce qu'ici il y a eu un souci dans le quartier. Alors j'ai dit qu'est-ce que c'est qu'il y a? Je me suis renseignée, j'ai parlé longuement avec ce monsieur. Puis quand je suis partie, il me dit... Et on pourrait se revoir, on pourrait aller prendre un pot ensemble, pardon. Il avait même pas l'âge de mon genre, il avait peut-être 45 ans. D'accord. Et vous n'avez pas donné suite alors? Ah ben non, vous plaisantez. Bah écoutez, je ne sais pas. Si vous prenez du guarana tous les matins, vous savez, je m'attends à tout, Olga. Je vais vous dire, mon mari est décédé et je me suis inscrit, par exemple, au senior, mais je ne vais pas forcément à tout ce qu'ils vont, ça m'agace. Bon. S'ils font des sorties, vous savez, une journée, on prend le car et on s'en va, c'est super. Je m'en vais, voilà, comme ça, je fais comme ça. Bon, je conduis bien sûr ma voiture, mais j'ai eu un accident de voiture, j'ai eu un malaise cardiaque et j'ai eu un traumatisme crânien, donc je n'ose plus la prendre pour aller même à Toulouse, puisque j'habite pas loin de Toulouse. D'accord. Je prends le train, voilà, je fais comme ça. Donc voilà, mais par contre je peins, ça oui, je peins, donc je suis avec un groupe et alors, je vais peindre. Olga, si vous le permettez, je vous remercie pour vos conseils dynamiques. Cette dame, il ne faut pas qu'elle ait peur comme ça. Écoutez, on a bien retenu. Je vous remercie pour elle. Je vais reprendre Marie justement en ligne. Voilà. Et je vous remercie. Téléphone, je lui remontrerai le moral. Eh ben, on va gérer ça avec Lauriane et Benjamin pour que vous puissiez échanger vos coordonnées. Téléphoner le soir, moi, il n'y a pas de souci, elle peut m'appeler même tard. C'est sympa. Le moral à plat, je lui remonterai le moral, il n'y a pas de souci. J'ai toute confiance en vous. Merci Olga. Merci. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Olga, à vous aussi. Au revoir. Au revoir Olga. Marie, vous êtes toujours là, Marie? Oui, je suis là. Bon. Oui. Alors, bon, écoutez, là, c'est vrai que manifestement, il y a moyen... Non, moi, quand même, de ce que je pense quand je vous entends, Marie, c'est qu'on était sur la vie affective. Alors, reparlez-moi. Je suis resté sur un grand amour quand vous avez 17 ans, c'est ça? Oui. Et il en avait 21. Oui. C'est ça? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Redites-moi. Oh, j'ai eu deux compagnons. Le dernier compagnon, là, lui, il est resté à Lyon, donc il venait souvent le week-end, là, puisque c'est pas loin. Hein. Oui. Et puis moi, de temps en temps, je montais. Puis bonjour, je m'en suis un petit peu lassée. Je me suis dit, finalement, je suis pas trop mal toute seule, là. D'accord. Et puis, je pense que de son côté, peut-être pareil. Donc, on est resté en bon terme. Parce que l'année dernière, je suis donc allé en juin, là, à Lyon. Je suis allé le voir, mais en toute amitié, si vous voulez. Voilà. On est resté en bon terme, quoi. Donc, vous êtes resté en bon terme. Toutefois, bon, vous n'avez plus vraiment de compagnons, là. Vous savez, ici, c'est peut-être pas évident. Oui, c'est pas évident. Je m'autorise à vous poser la question, Marie, parce que c'est vrai que, vous voyez, on vient d'avoir Olga au téléphone qui a une pêche d'enfer. Alors, comparaison n'est pas raison, chacun son style, évidemment. Oui, tout à fait. Ça, c'est sûr. Oui. Chacun. Donc, il n'est pas question de faire de la comparaison sociale. Simplement, c'est vrai que, on le sait bien, nous sommes jeunes de plus en plus longtemps, maintenant, parce que voilà, l'espérance de vie progresse, et puis c'est vrai que voilà, on est de plus en plus en bonne santé. C'est vrai. Oui, donc, tout à fait. Oui. Bon. Et c'est vrai que si vous voulez, physiquement, quand même, on a la pêche, voilà, on fait des choses extraordinaires. Vraiment, on ne compte plus les personnes dans notre entourage qui ont des prothèses de hanches, de genoux, et qu'on voit galoper comme des lapins, parce que vraiment, il y a vraiment. Donc, les personnes aujourd'hui sont jeunes de plus en plus longtemps, et donc j'ai au téléphone avec moi une dame qui est plutôt jeune de nos jours, et on a cette confirmation en plus. Encore une fois, sans faire de comparaison, d'Olga qui appelle, qui a 73 ans, et on entend qu'il y a la pêche, qui est dynamique. Et donc, je me dis, comment ça se fait que Marie, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, manque de jus, vous voyez. J'ai l'impression que Marie, elle manque d'énergie. Donc j'essaye de comprendre. Et c'est vrai que je vais sur le terrain affectif parce que quand même, ça fait partie des sources d'énergie quand même. Faut reconnaître. C'est vrai. Oui. Voilà. Et donc là, j'entends que Marie, elle avait un compagnon et que c'est fini.
Oui, Hein? mais c'est-à-dire qu'on avait chacun notre appartement. Hein. Bien sûr, bah oui, ça n'empêche pas, ouais, bien sûr. Simplement, il y avait quand même Je n'ai jamais été en couple, moi. Vous n'avez jamais été en couple, vous, Marie? Ah non, non, non. Ah oui. Parce que je trouve que c'est déjà bien de s'assumer, c'est déjà pas mal. Hein. D'accord. Mais alors, 2 personnes, puis on voit tellement de couples, si vous voulez. Ah, vous avez traversé l'existence, vous, vraiment autonome. Ah, complètement. Jamais en couple. Ah, moi, je suis très indépendante. Ah bah oui. J'ai horreur de demander quoi que ce soit. Ah oui, d'accord, c'est votre vision Je du me couple, débrouille. ça. D'accord. Moi, je me débrouille toujours toute seule et j'aime bien comprendre toute seule et D'accord. j'ai horreur mais de demander. Enfin, il m'arrive, si vous voulez, là, quelquefois ça me fait sourire à la maison après quand j'arrive parce que la dernière fois, là, j'avais un coup de bordure, là, puis je n'arrivais pas à mettre parce que je me souvenais plus. On s'en était pas servi depuis une année, là, je m'en étais pas servi. Donc, je savais plus trop comment on le mettait. La notice, je n'ai pas voulu m'enquiquiner à regarder. Alors, j'ai appelé mon voisin au-dessus. Il est gentil, il est venu tout de suite. Et lui, en 2 secondes, il m'a arrangé ça, quoi, voilà. Enfin, je pense que je ne suis pas la seule parce que j'ai été invitée, là, au fin juin, à la fête des voisins. Ah, très bien. Et mes proches voisins, là, Ouais. ont le même âge que moi. D'accord. Alors, ça m'a fait plaisir, en plus. Ils sont de Lyon, donc on a parlé longuement. Très bien. Et ce qui m'a fait plaisir également, c'est que la dame, là, qui a le même âge que moi, elle est comme moi, hein. Elle me dit, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Alors en plus... Si Elle est comme vous, c'est-à-dire qu'elle vit seule ou alors elle est comme vous? Non, non, elle est en couple. Ah ben voilà. Mari, Ah oui. je ne sais pas son mari, je ne sais pas du tout, parce qu'il parlait, lui, de son côté. Mais elle est de mon âge. D'accord. Donc, on a les mêmes idées, on a vécu la même jeunesse, on a évoqué des souvenirs. Moi qui ai eu la chance, si vous voulez, être né dans une famille unie, heureuse et tout, une jeunesse dorée, comme on disait. D'accord. Parce qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant, hein. Donc, puis je pense que ce qu'il y a aussi, c'est le contexte qu'on a autour, là. Les informations, tout ce qu'on entend, je pense que ça perturbe un petit peu aussi. Qu'est-ce qui perturbe, Marie, dites-moi? Les informations, on entend plein de choses. Ah non, mais là, alors, il n'est pas question de critiquer les informations, bien sûr. Et en même temps, on ne peut pas dire le contraire. C'est vrai que la personne, si vous voulez, qui a un petit moral et qui se branche sur l'actualité, bon, par définition, ça ne va pas lui remonter le moral. Hein, ça, c'est sûr, parce que par définition, les actualités... oui, je vais dans votre sens, Marie. Hein, ça, depuis toujours, les actualités, si vous voulez, quand le train arrive à l'heure, c'est pas marqué dans le journal. Hein. En revanche, quand il y a un train qui déraille, là, bien sûr que ça fait la une des journaux, parce que ça, c'est le principe de l'information, si vous voulez. Donc, oui, mais je comprends. Hein, bien sûr. Donc, c'est vrai que la personne, si vous voulez, qui a la maxi pêche, elle peut s'autoriser. Maintenant, c'est vrai que si vous êtes un petit peu fragile en termes de morale, vous voyez, si vous avez un petit peu le moral en berne, c'est sûr que regarder les informations, lire l'actualité, même si c'est intéressant, bien sûr, hein, de se tenir au courant, maintenant, ça n'est pas fait pour remonter le moral. Non, c'est pour ça. C'est certain. Vous voyez, donc, non, monsieur, on est parti sur le terrain, le terrain affectif. Puis il y a le terrain aussi vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous êtes parti finalement il y a peu de temps à la campagne, hein, ça fait 5-6 ans que vous êtes à la campagne. Oui. Et je vous ai entendu dire tout à l'heure, Marie, j'aimais beaucoup ça, maintenant je l'aime un peu moins, la campagne. Oui, parce que je m'ennuie un petit peu. Eh ben voilà. Moi, quand même, il me semble... Surtout l'hiver. Ben oui. Ça, je me demande, dites-moi ce que vous en pensez, Marie, je me demande quand même, il n'est pas question de critiquer la campagne. Encore une fois, chacun ses goûts et il en faut pour tout le monde. Simplement, vous qui avez vécu quand même dans une grande ville, je vous imagine plutôt citadine quand même de caractère, hein, même si voilà, vous aimiez bien la campagne en vivant à la ville, bien sûr, mais une fois qu'on s'y installe, c'est quand même différent. Vous savez, ça me rappelle Marcel Proust, La recherche du temps perdu, et donc il y a plein de volumes bien sûr, et il y a notamment le deuxième volume, c'est À l'ombre des jeunes filles en fleurs, et à l'ombre, en fin de compte, en fait, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, si vous voulez, il y a un moment, il parle de Balbec, vous savez, c'est la station balnéaire qu'il fait rêver, voilà. Bon, et donc il dit, il y a une partie, Balbec, et c'est nom de pays, le nom. Voilà, donc c'est le nom de Balbec. Voilà, et donc il rêve sur Balbec. Voilà, et puis donc
la partie suivante, il est gamin, le narrateur c'est un enfant, un adolescent, bon, et c'est nom de pays, le pays. Ben, donc là, il découvre Balbec en vrai. Et en fait, tout le début de cette partie raconte à quel point il est extrêmement déçu parce que bien sûr que le pays qu'il découvre n'a rien à voir avec les fantasmes qu'il avait développés à propos du nom. Et là, quand je vous entends me parler, si vous voulez, de la campagne, alors c'était pas fantasmé parce que vous aviez l'habitude d'y aller régulièrement. Toutefois, vous n'y habitiez pas, si vous voulez. Oui, mais je sais, c'est différent. Et là, c'est quand même très différent. Eh oui. Et là, quand même, le fait de vous y installer, ça, c'est vrai que j'ai l'impression de vous comprendre, hein, que les hivers à la campagne, bon, quand on n'est pas habitué, ça peut surprendre, hein, quand même. Oui, c'est-à-dire que je bouge un petit peu quand même. J'ai des amis en Provence, donc je vais les voir de temps en temps. Hein. Manifestement, ça ne suffit pas à vous... Comment vous décrire... déjà, pour trouver une solution, il faut bien définir le problème. Comment vous décririez le problème, vous, Marie ? Je me demande, je ne sais pas, parce que là je me dis, il faudrait peut-être que je parte, mais partir, laisser la maison, là c'est la maison des grands-parents. Là j'ai fait faire des travaux, là, il y a un mois, pour rénover un petit peu, donc si vous voulez, je suis prise un petit peu entre deux feux, comme on dit. Hein. Prise entre deux feux, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que je ne sais pas trop, je veux rester, si je pars, je vais me dire, je peux pas aller fermer la maison, là maintenant la maison sera fermée, c'est une maison qui vivra plus, enfin c'est une maison fermée, c'est horrible. Parce que là, vous vivez donc dans à la campagne, là pas très loin de Lyon, et oui. Vous avez gardé quelque chose à Lyon ? Ah j'ai de la famille de toute façon. Et en termes de logement ? Non. Non ? Non. Ah non, d'accord. Ah oui, d'accord. Oui, non, à la limite, un appartement à Lyon, ça se trouve. Ouais. Mais ce que j'ai peur, c'est de ne pas me plaire à nouveau là-bas, parce que ça a changé maintenant. Sauf que ce qu'il y a surtout, si vous voulez, à Lyon, moi j'aime beaucoup aller au théâtre, ou au concert, j'aime bien lire également. Ici, on a un théâtre à quelques mètres, parce qu'on n'est pas très loin d'une petite ville. D'accord. Donc il y a un théâtre. Alors le programme, non, c'est pas intéressant. C'est pas votre truc. Mais non, c'est-à-dire, Marie, bien, j'entends bien l'angoisse de dire. Non, mais si vous voulez, parce que quand je reprends le début de notre échange, j'entends une Marie qui dit voilà, moi je vis pas très bien mon âge, et de ce que j'ai compris, c'est un petit peu une Marie qui dit voilà, j'ai l'impression que je me prépare finalement comme si je devais quitter cette terre demain, quoi. Hein. Je commence peut-être pas demain, mais enfin... Après-demain, quoi. Hein, parce que j'entends Marie qui dit, voilà, je commence à faire je donne un petit peu de la vaisselle à mes neveux, à mes nièces, je mets un peu tout en ordre, et je crois même, j'ai demandé des renseignements aux pompes funèbres, c'est ça ? C'est vrai, c'est vrai. Excusez-moi, quand même, c'est pas très gai, Marie, quand même, hein ? Oui, mais enfin, il vaut mieux prévoir, il faut s'organiser quand même. Hein. Certes, mais enfin... il me semble, si on essaye de définir le problème, que là, il y a une Marie qui ne... Même si je vous entends avec une voix très dynamique et que j'entends bien qu'il y a beaucoup beaucoup d'appétit, hein, dans votre voix, hein, vraiment au sens psychologique du terme, hein. Je vous entends dans une énergie de vie. Et en même temps, en termes de comportement, j'ai l'impression d'une Marie, effectivement, qui se referme un petit peu, alors que ça lui ferait du bien de s'ouvrir sur l'extérieur. Oui, mais c'est-à-dire qu'on s'ennuie un petit peu ici. Hein. C'est ça, alors... bien sûr que Lyon, ça vous fait un petit peu peur, vous dites ça a changé. En même temps, pardon de vous le rappeler en douceur, Marie, c'est le principe de la vie, c'est le changement. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'à Lyon, ça bouge. Hein. Oui. Quand on va rue de la République, on voit... Il y a même trop de gens, si vous voulez, c'est tout plein. Donc, au bout d'un moment, au bout de 4-5 jours, je me dis, oh là là, il faut que je retourne à ma campagne. Donc, je pense que c'est peut-être pas trop ce que je veux aussi, voilà. C'est-à-dire que là, vous traversez une période un petit peu difficile, quoi. Hein ? Oui. Hein, mais ce qu'il y a aussi, c'est que je pense que j'ai pas fait le deuil du décès de ma mère. C'était il y a 14 ans. Oui, mais j'arrive pas à faire le décès de ma mère. Bon, il y a des jours où je passe des journées avec elle, hein, sans la voir. J'ai l'impression qu'elle est là, que je fais ça, qu'elle dit toujours c'est très bien. On s'entendait très très bien. C'est pour ça que quand j'entends des auditrices qui ont des problèmes quelquefois avec leur mère, je me dis c'est curieux parce que moi c'était pas le cas. Et tant mieux pour moi. Hein. C'est-à-dire que vous passez la journée avec elle, vous êtes un peu mystique ?
Non, pas du tout. Non, non, mais il y a des jours où j'ai l'impression qu'elle est encore là, si vous voulez. Il y a même quelques fois où je me dis, je vais la voir arriver là. Parce que c'est au début, d'ailleurs, du décès, je me disais, elle va revenir. De toute façon, elle va revenir. Un jour, elle va revenir. Voilà, c'était très, très dur, là. Puis en plus, si vous voulez, le caveau familial n'est pas loin, là. Donc, je le vois presque de chez moi, là. Je suis pas sûr que ce soit très, très bon pour ce que vous avez, Marie, hein. Oui, mais enfin... Moi, quand je vous entends, il me semble que, voilà, j'ai le sentiment que vous traversez... Alors, bon, je suis très sensible, là, voilà, je respecte votre analyse, hein. Vous avez le sentiment que vous avez du mal à vous remettre du décès de votre maman, si tant est qu'on puisse s'en remettre, hein, parce que, bon, c'est un apprentissage, hein, de vivre avec ce manque. Donc, vous étiez, ce manque, hein, vous étiez très proches l'une de l'autre. Vous avez des frères et sœurs? Ah, j'ai 2 sœurs, oui. Comment vont-elles? Elles vont bien? Oh, elles vont bien, tout va bien, oui. Tout va bien. Elles sont pas très près, elles sont à 500 km. D'accord, donc on ne peut pas dire que vous soyez fusionnelles les unes avec les autres, hein. On se voit de temps en temps. De temps en temps. C'est toujours évident. Alors vous étiez très proche de votre maman, hein. Ah oui, mais toutes les 3 d'ailleurs. Hein. D'accord. On a toujours été, si vous avez eu beaucoup de chance, parce qu'on avait un foyer familial qui était agréable. Oui, donc là, bien sûr, oui, j'ai le sentiment de comprendre, hein. C'est sûr que c'est un apprentissage difficile. Bon, vous aviez sans doute votre métier quand même qui vous j'avais un métier qui me plaisait beaucoup. En plus. J'allais souvent à Paris pour des réunions, je bougeais beaucoup. Et voilà, donc ça vous maintenait dans un rythme, malgré tout, malgré cette épreuve du décès de votre maman, vous êtes resté dans un rythme jusqu'à 65 ans, hein, c'est ça? Oui. Hein? Et là, quand même, ça ne fait guère que 5-6 ans que vous avez changé de rythme. Et je me demande, il y a bien sûr, hein, l'épreuve du décès de votre maman, évidemment. Et en même temps, je me demande si la difficulté, si vous voulez, ne vient pas de ce changement de rythme que finalement, peut-être vous n'avez pas complètement réussi à trouver vos repères satisfaisants. Vous n'avez pas réinventé complètement votre existence de façon satisfaisante depuis ce départ à la retraite, il me semble. Oui, mais c'est-à-dire que, comme je vous explique, je bouge parce que je marche, j'aime bien aller marcher, je vais faire des promenades à vélo. Simplement, il manque quelque chose. Voilà. Donc, bon, il y a la maman, évidemment. Seulement, j'ai le sentiment qu'il manque autre chose. Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas, quelque chose, un projet, une passion, quelque chose qui vous mette davantage vers l'extérieur et dans la vie. Oui. Il me semble que de remettre un petit peu quand même de lyonnaiserie, si j'ose dire, dans votre existence, ça ferait du bien. Oui, peut-être qu'elle est plus souvent, oui. Oui, moi je pense quand même. Oui, d'autant plus que c'est pas loin. Et c'est pas loin. Et alors, pardon Marie, j'accélère un peu. Pourquoi? Parce que on arrive tout doucement vers 1h du matin. Oui, je vois, oui. Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous souhaite avant de vous laisser passer une belle et douce nuit, Marie? Eh bien, ce que vous m'avez proposé, c'est-à-dire de partir un petit peu plus souvent à Lyon, peut-être. Je pense que c'est une bonne idée. Parce que comme ça, vous restez avec le calme de la campagne, mais plus souvent dans le mouvement, dans l'hésitation, histoire d'être heureuse de retrouver le calme, plutôt que de le subir, de choisir le calme. Oui, oui, d'accord. On fait comme ça, Marie. Et vous restez là pour les week-ends l'année prochaine, non? Écoutez, pour le moment, c'est la surprise. Ah bon? Oui, mais je suis là demain soir. Demain soir, 23h. Marie, et pour l'instant, il est 1h du matin et vous êtes sur Europe 1. À demain.